Bonjour à tous. En ce moment on est en été, du coup les nuits elles sont relativement courtes mais elles sont aussi vachement agréables, on aime bien rester dehors assez tard. Et en plus au moment où je tourne cette vidéo, la lune se lève vers 1h du matin donc ça n'a aucun intérêt de commencer à faire de la photo parce que j'aurai pas suffisamment d'images pour avoir des photos intéressantes. Du coup je vais faire quelque chose que je fais pas très souvent, à savoir de l'observation. Alors pour cette nuit on voudrait faire des observations assez polyvalentes, c'est-à-dire on va observer les planètes et les nébuleuses et les galaxies. Du coup, pour ça, il vous faut un télescope qui a une focale assez importante, puisque plus la focale d'un télescope va être grande, plus on va pouvoir zoomer, et ça c'est important pour les planètes parce que ce sont de petits objets, et il va aussi falloir un diamètre qui soit très important, parce que les galaxies et nébuleuses sont des objets très sombres, et plus le diamètre, donc la surface de collecte va être grande, mieux on les verra. Du coup, pour cette nuit, on a choisi un Dobson de 300 mm de diamètre. Alors le gros avantage des Dobson, c'est qu'ils n'ont pas une monture équatoriale comme celle que j'ai pour faire de l'astrophoto, mais une monture azimutale qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Et en visuel, on n'a pas besoin d'une qualité de suivi qui soit monstrueuse, donc une simple monture azimutale est largement suffisante. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est, je l'ai dit plein de fois, du visuel, donc je vais difficilement pouvoir vous montrer ce qu'on observe. Donc, ce que je vous propose pour ce soir, c'est de vous expliquer quels oculaires utiliser pour faire de l'observation, quelles techniques il y a pour faire de l'observation, parce qu'il y a quand même des petites techniques à avoir en tête, et j'en profiterai pour illustrer évidemment les objets qu'on va observer avec des images que j'aurais fait moi ou pour les objets que j'aurais pas encore pris en photo, d'autres images. Mais il faudra bien garder une chose en tête, les images que je vais vous montrer, c'est des images qui ont été faites avec des appareils photo relativement modernes, donc avec des caméras très sensibles, sur plusieurs heures. Donc ce sera très différent de ce qu'on verra à l'œil. Sur l'image, il y aura des couleurs, des détails, à l'œil ce sera au mieux des taches grises avec quelques filaments. Sauf pour les planètes évidemment qu'on voit relativement bien à l'œil, mais pour tout ce qui est galaxies nébuleuses, bien garder en tête que ce sera assez différent. Donc voilà, je vous propose de commencer. Le Dobson, c'est un télescope qui est assez intéressant parce qu'il va avoir un rapport prix qualité de l'optique et diamètre du miroir assez intéressant parce qu'il est en fait sur une monture qui est très simple, qui peut potentiellement être motorisée. Dans ce cas-là, elle est un peu plus chère, mais sinon elle est très peu chère. Ce qui fait que l'essentiel de ce qu'on va payer, c'est l'optique, qui du coup va être plutôt imposante. En l'occurrence, aujourd'hui, ça va être un 300 mm avec 1,50 m de focale. Donc c'est largement suffisant pour les planètes et c'est déjà super pour le ciel profond. Ce genre d'instruments, ils ont un défaut. Enfin, en fait, ils en ont même plusieurs, si on regarde bien. Ils sont super pour l'observation, mais ils permettent pas de faire de l'astrophoto. Et en plus, même en visuel, c'est sympa, mais il faut pouvoir le transporter. L'idéal, c'est quand même d'être à deux, c'est plus facile. Et enfin, quand on a un télescope qui est aussi grand, il y a une étape qu'on peut difficilement rater, c'est la collimation. Et oui, il faut la faire à un moment ou à un autre. Enfin, si on la fait pas, c'est pas dramatique. Ça va pas faire une image parfaite, on aura une image un peu plus approximative, mais on aura quand même une image. Par contre, quand on veut aller un petit peu plus loin et vraiment pousser l'instrument au bout de ses capacités, là il faut faire la collimation. Et là on en prendra plein les mirettes. C'est prêt? On est presque bon. Parfait, tu vas pouvoir passer à la collimation alors. C'est parti. Quelque chose qui est important aussi avec ces télescopes de Dobson, c'est la mise en température. Avec un diamètre aussi important, ça ferait une sacrée turbulence s'ils n'y étaient pas. Donc on les installe avant la tombée de la nuit, comme ça, ils peuvent tranquillement se mettre en température et quand la nuit est là, on peut directement observer. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est-à-dire à l'été 2020, les deux premiers objets que vous allez pouvoir commencer par observer, ce sont les deux plus grandes planètes du système solaire, à savoir Jupiter et Saturne. L'avantage de ces deux planètes, c'est qu'elles sont très brillantes dans le ciel. Donc vous allez pouvoir commencer vos observations avant même qu'il fasse complètement nuit. Les planètes, ce sont des objets qui sont assez petits, en tout cas de notre point de vue dans le ciel. Donc pour bien les observer, on va vouloir zoomer pas mal. Alors pour définir le grossissement d'un télescope, il faut diviser la longueur focale du télescope par la longueur focale de l'oculaire. Un grossissement assez classique pour observer les planètes, ça va être 100 fois. Mais on peut monter éventuellement plus. Par exemple, avec ce télescope et notre oculaire de plus courte focale, on va pouvoir monter à 400 fois. Mais il faut faire attention à ne pas trop zoomer quand même.
Parce que plus on va zoomer, plus on va aussi bien voir les turbulences de l'atmosphère. Et au bout d'un moment, si on continue à zoomer, au final, on voit moins de détails, parce que tout bouge, on ne sait absolument pas ce qu'on regarde. Donc il ne faut pas hésiter à pas trop zoomer. Évidemment, ça va dépendre un petit peu de la qualité de votre ciel. Si on veut gagner éventuellement plus de détails sur des éléments spécifiques des planètes, on peut utiliser des filtres. Des filtres, c'est des petits éléments qui se présentent comme ça. Par exemple là, c'est un filtre vert qu'on va pouvoir venir zoomer, qu'on va pouvoir venir visser sur les oculaires. Et ça va venir permettre de révéler certains détails spécifiques des planètes. Alors, je ne vais pas vous faire un listing des différents détails qu'on peut révéler avec différents filtres, parce qu'il y a à peu près autant de filtres que de détails qu'on veut révéler. Il y a un blog assez complet sur le site d'Optic Unterlinden que je vous mets en description. Mais voilà, si vous voulez un peu de détails sur quel filtre acheter pour voir quel détail de planète, par exemple on peut augmenter les détails de la calotte polaire de Mars, des anneaux de Saturne, je vous laisse aller voir ce blog. Une fois que la nuit est un petit peu plus tombée, on peut passer aux objets du ciel profond. Il y en a beaucoup plus que de planètes, bien entendu. Alors au début, on peut être un petit peu perdu. Une bonne solution pour choisir ces objets, c'est simplement de prendre la liste des objets de Messier et de regarder ceux qui sont disponibles en ce moment. Parce que Messier, en fait, il a cherché vraiment les objets les plus visibles. Ce qui fait que ça va être ceux qui vont être le plus sympas au télescope. Nous, ce soir, on a commencé par regarder des galaxies. Enfin, plus précisément, une et demie. C'est-à-dire qu'on a regardé la galaxie d'Andromède avec son compagnon. Donc avec cet instrument-là, pour bien les voir, l'idéal c'est le 40 mm. Avec un oculaire de 40 mm, on ne grossit pas trop, ce qui fait qu'on n'est pas complètement dans la galaxie, on la voit à peu près dans son ensemble. On discerne en fait une belle tache floue, on distingue quelques détails, et on distingue son compagnon juste à côté. Il ne faut pas s'attendre à voir des nuages de gaz comme sur les photos, mais c'est déjà vachement sympa. Ensuite, comme on n'avait pas non plus beaucoup de galaxies disponibles sous la main, on est passé aux nébuleuses. Du côté des nébuleuses, on va avoir encore plusieurs types de nébuleuses. Par exemple, les nébuleuses planétaires, qui sont en fait ce qui reste après qu'une étoile ait explosé. On les reconnaît parce qu'elles sont souvent très petites et plutôt rondes. Typiquement, M57 et M27 étaient ce soir très sympathiques, notamment justement avec le filtre O3, qui est juste là. Et au 40 mm, on voyait essentiellement des petites bulles, c'était super pour les repérer, on les voyait déjà assez bien, on pouvait les discerner vraiment du paysage. Mais en grossissant un petit peu plus, on commençait à avoir plus de détails. Par exemple, sur M57, au 40 mm et au 24 mm, on voyait essentiellement une petite bulle. Mais quand on passait au 14, on arrivait à discerner au centre une zone un petit peu plus sombre, et ça grâce au filtre 3. Et effectivement, quand on voit des photos, il y a effectivement cette zone sombre, qu'on voit du coup à l'œil, c'est assez incroyable. Pareil sur la nébuleuse de l'Altaire, on arrive à distinguer vraiment des formes. Ensuite, il y a d'autres nébuleuses qui sont plus étendues, plus grandes. Par exemple, en ce moment, le top du top à voir, c'est des dentelles du cygne. Et là, pareil, le filtre 3 fait des merveilles. Bon, par contre, ça sert à rien de trop zoomer, parce qu'elles sont tellement étendues que même avec le 40 mm, qui était la plus longue focale qu'on ait sous la main, on n'arrivait pas à tout voir. Alors on pouvait se promener un petit peu dans ces nébulosités, et en fait, une fois qu'on a l'œil un peu exercé, on sait ne pas regarder directement l'objet, mais regarder légèrement sur le côté, en vision décalée. Ça permet en fait de révéler encore plus de détails. Et sur les nébuleuses, comme les dentelles du cygne, on arrive comme ça, simplement avec un filtre et cette technique, à voir vraiment des nébulosités, à reconnaître vraiment la forme de la nébuleuse telle qu'on peut la voir sur des photos. C'est vraiment très impressionnant. Et ça, donc, c'est possible dès un 300 mm, voire même un petit peu, avec un petit peu moins de diamètre. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait dans un télescope encore plus gros. Une autre grande partie des objets de Messier, ce sont les amas d'étoiles. Alors bon, en photo, nous on en fait assez rarement parce que c'est pas que ce soit pas joli, mais on trouve ça moins amusant, moins intéressant que les nébuleuses et les galaxies. Mais par contre, à l'œil, là ça devient vraiment très chouette. Parce que des étoiles, ça reste des points ponctuels et très lumineux. Donc peu importe le grossissement, on les voit bien ces amas d'étoiles. Et par exemple, l'amas d'Hercule, dans cet instrument, ça envoie. On a vraiment, quand on voit avec un faible grossissement, par exemple 40 mm, on discerne vraiment ce paquet d'étoiles, cette luminosité beaucoup plus importante que le fond de ciel, qui est très chouette. Alors quand on grossit vraiment, là, pour le coup,
c'est comme sur les photos. Sur les amas d'étoiles, il n'y a pas de tricherie. À l'œil, ça envoie, mais bien. Pour résumer un petit peu tout ça, si vous voulez observer des planètes, on peut se permettre de grossir pas mal et on peut utiliser des filtres colorés pour faire un petit peu ressortir des détails, notamment dans l'atmosphère des différentes planètes. Attention, ça enlève pas mal de lumière, donc ça c'est bien si vous avez un gros diamètre. Si vous avez un 13900, c'est pas la peine d'aller avec du filtre coloré, contentez-vous déjà de la lumière que vous avez là. Ensuite, si on va sur les objets du ciel profond, pour les galaxies, il y a divers filtres qui peuvent être utilisés. Nous, comme on a regardé que Andromède, c'était pas forcément super utile. Et pour le coup, sur Andromède, c'est pas la peine de trop grossir. Pour les plus petites galaxies, il faut vraiment avoir un bon gros télescope pour observer des choses très sympathiques. Pour ce qui est des nébuleuses, les nébuleuses planétaires ont souvent une bonne grosse composante O3. Donc le filtre 3 va vraiment permettre d'améliorer ce qu'on va voir. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et après, vous pouvez jouer sur les grossissements, mais c'est vraiment une fois sur place, à l'œil, que vous allez voir ce que vous pouvez faire en fonction de votre atmosphère et de votre instrument. Pour les nébuleuses plus larges, comme les dentelles du cygne, pareil, on fait péter le filtre O3 et ça va dégommer. Après, pour les grossissements, à vous de voir en fonction de votre instrument. Et enfin, sur les amas d'étoiles, là, les filtres ne sont pas forcément nécessaires. Par contre, vous pouvez y aller sur les changements de grossissement. Que ce soit en plan large avec du contexte, c'est super chouette. Grossi, c'est magnifique aussi. Petite précision, il faut savoir que nous on a pris un 300 mm, mais c'est pas indispensable. On l'a pris parce qu'on le pouvait et parce que c'est super confortable, très lumineux. Mais c'est tout à fait possible d'observer la plupart des objets dont je vous ai parlé avec des diamètres beaucoup plus petits. Par exemple un 150-750 ou même une paire de jumelles. C'est pas nécessaire d'avoir le plus gros qu'on puisse. Donc voilà, on espère que cette petite vidéo qu'on vous aura fait vous aura aidé, vous aura donné des pistes pour améliorer ou pour vous motiver à faire vos observations. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher... Mon texte. Oui, je sais, j'en suis rendu compte, mais il fallait pas me couper. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura motivé à sortir éventuellement votre télescope pour faire vos propres observations et que vous... Mais tu me piques mon piste d'améliorer. Je vais te tuer. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des pistes pour améliorer vos observations. Voire même vous aura donné envie d'en faire si vous n'avez jamais essayé. Et justement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like, voire pourquoi pas à la partager. Bref, ciao les gens et à la prochaine. On va dire que ça sera. Ouais, bonne idée, avant que je te bute.